Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison de l'Astrocast. Et aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat direct. On va parler d'intelligence artificielle. Il y a un an déjà, on se demandait si l'intelligence artificielle allait vraiment impacter nos métiers, la manière dont on travaillait, si carrément elle allait nous remplacer. Et aujourd'hui, après plusieurs mois d'utilisation intensive au quotidien, on va pouvoir enfin vous répondre, ou en tout cas discuter entre nous, après l'avoir utilisé au quotidien, voilà, de savoir si ça a un réel impact sur notre productivité, à quel point ça a changé notre manière de travailler. Et comme à mon habitude, je ne suis pas tout seul pour discuter de ces sujets-là. J'ai deux acolytes. Le premier est développeur full stack JS chez The Fork. Il s'agit d'Antoine. Salut Antoine, Salut. comment ça va? Bah ça va très bien, merci. Écoute, au top. Mais qui dit développeur JS dit, pour équilibrer la balance, un développeur PHP toujours caché quelque part dans le coin. Donc on a aussi Younes aujourd'hui qui est avec nous, Salut. des développeurs PHP Symfony principalement. Ouais. C'est ça, et chez Le Monde. Et tu fais toujours du PHP, du Symfony chez Le Je fais Monde plus de aussi. Symfony. Tu mais fais quoi maintenant? Je fais du Falcon. Du Donc, Falcon. ouais. C'est un framework un peu orienté perf. Donc Ok. voilà, bah, du coup, on va parler aussi de comment j'ai pu prendre en main cet outil grâce à l'IA. Donc voilà. Parfait, parfait. Et bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez peut-être un petit peu maintenant, on fait toujours un petit jeu pour commencer, pour essayer de s'entraîner, voilà, et pour se préparer. Et le petit jeu que j'ai préparé aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez d'Akinator? Akinator, le génie, tu pensais à une personne et il te posait des questions pour ouais. deviner à qui tu pensais. Est-ce que vous vous souvenez, c'était il y a très longtemps, Ouais, genre ouais. j'étais vraiment petit et tout. Ouais. Genre c'était peut-être il y a 15 ans. Et bah on va voir si aujourd'hui ChatGPT peut faire aussi bien qu'Akinator. Donc ChatGPT va jouer contre vous. Vous Mhm. allez penser à une personne et il Ça va peut vous être quoi, poser du des coup questions et essayer de deviner à qui vous pensez. Ok. Ok? Ça peut être quoi Je par pense que ce exemple qu'on va faire, c'est que on va pouvoir poser des questions à propos seulement de célébrités, après décédées ou non, comme vous voulez, mais on va parler pas de personnages fictifs, on va essayer juste Ouais. avec un personnage tout court. Donc je lance ChatGPT en live devant vous. Donc choisissez une personne en tête. Qui veut commencer déjà? Vas-y, je te laisse. Allez, Antoine, allez. t'as quelqu'un en Let's go. tête? Ouais, célébrité j'ai pris. T'as pris une célébrité? Ok, alors première question. Est-ce que la personne à laquelle tu penses est vivante? Oui. Oui. Je lui réponds oui. Ok, deuxième question. Est-ce que cette personne est connue dans le domaine du divertissement? Ouais. Ok, donc c'est musique, cinéma, télévision, Ouais. enfin au sens large quoi. Est-ce que cette personne est un acteur ou une actrice? Oui, c'est un acteur. Ok, je vais répondre oui. Ensuite, est-ce que cette personne est américaine? Oui. Donc acteur ou actrice américain. Est-ce que cette personne est surtout connue pour des rôles dans des films d'action ou de science-fiction? Film d'action. Ok, je dirais. ça marche. De toute façon, je lui ai dit que j'avais le droit de répondre que oui ou non, Ouais, d'accord. comme Akinator à l'époque, donc je reste sur des oui ou des non. Yes. Est-ce que cette personne a joué dans une saga très célèbre? Oui. Ok. On est à la question, du coup, maintenant, c'est la septième. Est-ce que cette personne a joué un super-héros? Est-ce qu'il a joué un super-héros? Je crois que non. Ok, on va dire non. On va dire qu'on peut dire ne sait pas aussi. Est-ce que cette personne a joué dans Star Wars? Là, il devient très Non. précis. Non, ok. Donc là, il avait une idée en tête, visiblement. Ouais. Est-ce que cette personne a joué dans Matrix? Non. Non. On voit qu'il commence à paniquer, trouver des sagas. Est-ce que cette personne a joué dans l'univers Marvel? Non plus. Non plus. Et je crois que c'était la Bon deuxième question, donc il va devoir deviner. Et il n'a pas deviné. Il a même pas essayé de faire un guess. Il m'a dit je suis un peu perdu. Ok. Et il n'a pas. Tu pensais à qui? J'avais pris Johnny Depp. Johnny Depp. Ok, donc en plus rien à voir. Mais ouais, t'as j'ai- raison, je ouais, vois dans carrément. aucune des. Mais justement, Mais ouais, aucun truc. Et C'est la hyper saga, intéressant. la saga, je pensais plutôt à Pirates des Caraïbes. Mais... ok. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que autant Akinator, c'était. Il avait juste une base de données de personnes et je pense qu'il Ouais. était développé juste pour ça, tu vois. Autant là, on a un LLM comme ChatGPT très généraliste, tu vois, qui est pas forcément fait pour ça. Et on voit que du coup, il galère un peu plus. Parce que moi, dans mes souvenirs, Akinator, il était très fort. Après, je sais pas si c'est des souvenirs erronés ou pas. Parce que j'ai réessayé, j'ai retrouvé le site d'Akinator du coup hier. Et j'ai pensé à Michael Jackson et j'ai essayé de lui faire deviner Michael Jackson. Et j'ai trouvé ça assez bizarre. Je sais pas s'il est devenu moins fort avec le temps ou quoi. Mais il m'a posé 20 questions. Je pensais que c'était en beaucoup moins qu'à l'époque qu'il pouvait deviner. Il m'a posé 20 questions et à la fin, il a pas deviné Michael Jackson. Il m'a dit tu penses
à un des zombies du clip Thriller de Michael Jackson. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il était juste trop loin. quoi. Lui, il était très 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 loin et tout. Donc voilà, très bizarre. Tu veux essayer? Allez, let's go. T'as quelqu'un en tête? Ouais. Première question. Est-ce que cette personne est vivante? Oui. Ok. Pour l'instant, on est sur les mêmes questions. Est-ce que cette personne est connue dans le domaine du divertissement? Oui. Oui. Ok. Est-ce que cette personne est un acteur ou une actrice? Non. Non. Est-ce que cette personne est un musicien ou Oui. un chanteur? Ok. Oui. On avance, on est à la 5e question. Est-ce que cette personne est surtout connue pour sa carrière dans la pop ou dans la musique populaire de manière générale? Oui. Ok. Est-ce que cette personne est américaine? Non. Ok. Pas américaine. 7e question. Est-ce que cette personne est européenne? Oui. Européenne. Perds du temps avec les questions. Je te jure, est-ce que cette personne est britannique? Non. C'est vrai que les Les questions pays, n'ont pas l'air hyper efficaces pour vraiment essayer de raccourcir réduire le champ. Est-ce que cette personne est française? Non, mais francophone, oui. Ok. Et enfin, 10e question, est-ce que cette personne est belge? Oui. Je dis oui, et du Allez, coup, on essaye. il me dit, je pense à Stromae. Yes, c'était bien ça. C'est ça? Ouais, Waouh, c'était ça. Incroyable. Attends, mais... Ah, trop cool. Il a Un dit sur 5 deux. pays, mais. Alors, il a En utilisé Belgique, la tactique qu'on appelle le brute forcing, en C'est fait. ça. Il a juste Forcer listé tous les les pays. pays qu'il connaissait. Très bien. Moi, je pensais vraiment qu'il allait se foirer à chaque fois parce que j'ai essayé un peu avec lui hier. À chaque fois, ça n'a rien donné. On va pouvoir en parler du coup un peu plus. On va rentrer du coup dans le vif du sujet. L'intelligence artificielle dans notre quotidien à nous, deux développeurs. Première question. Est-ce que vous diriez que l'IA générative, donc on va parler en particulier surtout des LLM qu'on utilise la plupart du temps, est-ce que cette IA-là, elle a transformé votre quotidien de développeur? Est-ce que vous diriez ça? Bah, moi, je dirais clairement que oui. Bah, déjà, rien que pour la recherche d'éléments pendant le dev. Au début, mon utilisation de l'IA, j'ai pas eu tout de suite de l'IA générative dans l'IDE. C'était plus pour utiliser comme un moteur de recherche, en fait, parce que ça va vite. Il a dans sa base de données ce qu'il faut la plupart du temps pour répondre à la question sur laquelle je me pose, plutôt que d'aller chercher dans la doc ou dans certaines docs qui peuvent être parfois pas ergonomiques. Bah, tu poses la question et il te sort ce qu'il te faut. Et ensuite, bah, au niveau de l'IA générative, moi, ça m'a permis de tacler des tâches qui d'habitude sont un peu chiantes ou sont répétitives. Là, la plupart du code, je pense notamment aux tests à écrire, tests unitaires, tests d'intégration. Moi, j'utilise aussi Cucumber, voire Test Cucumber, il commence à bien fonctionner aussi avec. Ouais. Bah, ça permet d'accélérer un peu et de gagner en productivité. Moi, c'est principalement ça, je vois Ok. l'intérêt. Tu disais aussi du coup de l'utiliser à la place même des moteurs de recherche. Ouais. Je me tourne aussi vers toi, Younes. Est-ce que du coup tu utilises moins Stack Overflow Yes, qu'avant? ouais, C'est quoi, clairement. est-ce que tu sais c'est quand la dernière fois que tu es allé sur Stack Overflow? Bah, j'y vais quand même parce Ouais. que parfois je suis pas très, on va dire, content de la réponse que me donne du coup l'IA. Mhm. Mais ouais, c'est pareil, il y a eu quand même beaucoup plus d'utilisation au fil, je pense, de ces 6 derniers mois. Je sais qu'avant, on utilisait ça pour faire du coup, TU. C'était un peu la principale utilisation et c'était déjà quelque chose. Et enfin, ouais, maintenant je pense que pareil, hein, j'utilise pratiquement tout le temps. Ça Ouais. fait beaucoup d'agrégation de docs par exemple. Même quand tu connais pas trop certains sujets, ça te fait des explications de code et voilà. Ouais. Donc déjà ça a fait un gros gap ouais, sur Ok. ces derniers Et mois. globalement, vous diriez qu'à chaque fois que vous avez une tâche à faire, vous allez systématiquement d'abord passer par l'IA pour essayer de mieux appréhender cette tâche, ou est-ce que vous allez aller vers l'IA uniquement lorsque vous rencontrez certaines difficultés? Non, en fait, je vais pas vers l'IA systématiquement. Après, tu as certaines tâches, typiquement, où tu as toujours du gain de temps. Je pense qu'il faut plus utiliser l'IA comme un complément à ce que tu fais dans ta tâche, que du coup, directement partir là-dessus en se disant l'IA fait la tâche et je review après pour dire si c'est bon ou pas. Je pense qu'il y a plus de temps à gagner à déjà toi-même se dire est-ce que tu l'as fait déjà toi-même, parce que ça peut être très simple, ça peut être aussi très rapide, ou voilà, ou sinon s'il y a plus de complexité, ou si tu as besoin d'aller rechercher des choses,
à ce moment-là, peut-être que l'IA est. Voilà, c'est Ok. mieux. Et pour essayer de parler un peu concrètement, du coup, quels sont les outils IA que vous utilisez au quotidien? Là, pour le jeu juste avant, on a essayé ChatGPT. Est-ce que Ouais. ChatGPT, c'est la majorité de ce que vous utilisez ou est-ce qu'il y a d'autres outils? Antoine? Bah non, parce que moi j'ai eu l'avantage d'avoir de l'adoption IA chez mon client qui est The Fork. Ouais. Donc eux, ils ont Copilot Enterprise. Ils sont assez investis là-dessus, je trouve. Ils sont aussi dans le programme preview de GitHub pour avoir les next steps Ouais. de GitHub Copilot. Stylé. C'est Du des versions coup, bêta un peu ou... Ouais, des features en version bêta, Ok. concrètement, pour, pour tester les nouvelles choses. Je sais pas quel retour ils font. Ils ont aussi eu des contacts carrément avec GitHub. Nous, on a eu une présentation carrément des ingénieurs de GitHub Ok. Ah ouais. de comment on utilise Copilot. Ok. Donc c'était vachement cool de passer par là. Et aujourd'hui, c'est GitHub Copilot principalement. Et de toute façon, avec le GitHub Copilot Chat, en fait, on revient à du chat GPT. Il y a aussi Claude dedans, Ouais. qui peut être efficace sur certaines tâches. C'est-à-dire que tu peux le plugger en fait. En fait, comme il tu le veux, soit tout est directement, intégré dans VS Code maintenant. Ok. Tu as une grosse tête de copilote en haut Ouais. dans la barre, tu cliques dessus, il y a le chat qui s'ouvre et tu peux choisir le modèle sur lequel tu poses ta question. Ok. Et voilà, c'est principalement ça. Après, moi, je me teste aussi pas mal d'IA en local. Carrément, je les déploie en local sur ma machine. J'utilise Olama pour ça, qui est une sorte de Docker de l'IA. Donc, au lieu de faire Docker pool, une Olama image, pool, bah, tu fais Olama pool, une IA, et il te ramène tout et tu peux la run sur ton PC. Ok, Donc trop avec bien. ça, j'ai testé Llama 3, j'ai testé DeepSeek, DeepSeek Coder et d'autres pour voir un peu la diff. Je suis juste limité, parce que les IA, ça tape beaucoup de ressources, je suis juste limité par la taille que je peux installer, sinon ça prend une éternité à répondre, bien sûr. Ok. Je reste sur des 7-10 milliards de paramètres. Ok. Ouais. Du coup, toi, Younes, Antoine disait qu'il pouvait se plugger notamment du coup à différents types de modèles ou Claude. Est-ce que tu as pu tester différents types de modèles? Est-ce qu'il y en a un, tu penses qu'il est mieux que les autres? Yes, bah moi je suis plus sur la suite JetBrains. Donc pareil, en tout cas, ils ont fait beaucoup d'avancées ces derniers temps. Et en fait, sur l'intégration, tu peux choisir n'importe quel modèle. Donc tu as GPT 4.5, Gemini. tu as l'O3, tu as Gemini, tu as Claude Sonnet, tu as la 3.5, elle a la 3.7 récemment. Du coup, moi je suis plus fan d'Anthropic, donc tout ce qui est Claude Sonnet, je pense que sur la 3.5, ils étaient déjà très en avance. Après, il faut toujours être au courant de ce que les devs en pensent. Je sais qu'il y a pas mal de benchmarks, donc tu as les SWE benchmark qui te dit comment l'IA, enfin qui te dit le pourcentage d'issues GitHub que l'IA du coup peut solve quoi. Et en fait, ça te donne un peu une idée des IA qui s'entraînent là-dessus. Mais je sais que du coup sur je pense là on est à Claude Sonnet 3.7. Eux, ils mettent beaucoup d'accent sur l'expérience développeur, sur la compréhension du code. Et tu as des outils comme Cursor. Du coup, c'est un peu un fork de VS Code, je pense. Voilà, mais du coup, qui lui intègre aussi tout. Et en plus de ça, qui te fait vraiment de la génération directement dans ton code. Ouais. Tu peux accepter des reviews ou pas et tout. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que récemment, du coup, on a eu l'émergence, comme tu dis, d'outils vraiment orientés UX pour les développeurs, expérience développeur, j'entends, qui nous permettent de interagir avec l'IA, mais via ces outils-là, on a du coup Cursor, on a, tu disais que toi tu utilises JetBrains AI, du coup, que j'utilise aussi, qui est super sympa, qui sont des extensions qui nous permettent d'interagir avec l'IA et en plus on peut sélectionner n'importe quel modèle. J'imagine que du coup c'est un peu ça aussi avec Copilot. Ouais, c'est ça, avec Copilot. On a peut-être moins de modèles qu'avec Cursor. Hein. J'en ai principalement 3, je crois, avec GPT, Claude Sonnet 3.7 et il y en a un autre. Il y en a d'autres qui vont suivre, ils sont en train de tout intégrer. Ok. Et justement, c'est vrai que ça, je trouve ça assez génial. On a notamment, pour celui que je connais avec JetBrains AI, directement des raccourcis clavier qui nous permettent de faire tout un tas de choses pour interagir directement à l'IA sans avoir à prompter quoi que ce soit. Par exemple, la gestion des tests unitaires, peut-être que tu l'utilises aussi, mais pour des tests unitaires assez simples, assez classiques, sur des classes pas trop compliquées, eux-mêmes sur des trucs de plus en plus complexes en réalité. Tu as un raccourci qui te permet de cliquer sur un bouton générer le test unitaire et il te crée la classe au bon endroit dans ton archi, dans le bon dossier de test.
Il génère en plus les tests de la manière dont toi tu les fais habituellement. Ouais. C'est-à-dire que tu peux rajouter un pré-prompt en fait dans cette Ouais. fonctionnalité de test unitaire. Tu lui dis bah, quand tu génères les tests unitaires, quand tu utilises cette feature, j'aimerais que tu utilises plutôt tel type de lib pour les mocks, tel type de truc, etc. Et du coup, il va vraiment générer les tests unitaires à ton image, un peu comme toi tu les aurais fait. Et c'est assez pratique. Je sais pas si vous en pensez aussi là-dessus. Ouais. Peut-être un autre exemple aussi. Yes, ben du coup, là, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils peuvent scanner du coup ta base de code. Je pense qu'avant, c'était que tes tabulations ouvertes qu'ils pouvaient voir. Ouais. Maintenant, en fait, ils peuvent prendre du coup et toute la base code en contexte. Ça, c'était un truc que faisait Cursor les premiers. Donc vraiment, il a la connaissance de tout ton projet. Tu peux lui donner, comme tu disais, des pré-prompts, donc pour suivre soit tes bonnes pratiques, soit de lui donner aussi des fichiers en comparaison. Typiquement, quand tu fais des TU, tu peux lui donner des exemples du coup dans ton code. Et ça marche vraiment pas mal parce qu'il génère du coup avec la même façon que tu as dans tes autres fichiers. Donc je trouve que ça avance super vite. Ça se met tout sur le même niveau. Je pensais qu'au début, Cursor était un peu plus au-dessus parce que du coup, tu avais l'outil Composer qui vraiment te générait du code. Et Ouais. bon, alors après ça, voilà, il faut quand même. C'est pas non plus top, mais en tout cas, ça te scannait toute ta code base. Tu pouvais lui donner des liens vers des docs, et il scannait toutes les docs. Et donc, il intégrait les docs, la code base, et tu pouvais même lui poser des questions sur des projets que tu ne comprends pas, par exemple, typiquement, des projets DevOps, des trucs comme ça. Ça pouvait scanner du coup tout. Et là, je pense que tous les outils se mettent à niveau et Ouais. proposent toutes ces fonctionnalités-là. Ok. Tu parlais de scanner toute la code base. On va peut-être en venir justement au sujet que je voulais aborder avant et les erreurs à éviter parfois. C'est vrai que c'est ultra efficace. Plus il va avoir de contexte, plus il va pouvoir répondre efficacement. Euh, Dans la liste des erreurs à éviter, on va essayer de les lister ensemble, même si ce sera jamais exhaustif. Est-ce que vous diriez que justement, notamment dans un cadre où il faut faire attention aux données qu'on transmet aux IA, peut-être que ça c'est différent chez toi, Antoine, tu vas nous en parler. Est-ce qu'il Ouais. faut faire attention à tout ce qu'on va mettre en contexte justement dans ces outils? Bah, pour moi, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on utilise comme modèle. La plupart des modèles qu'on utilise aujourd'hui et qui sont efficaces, bah, en fait, ils sont derrière des entreprises privées. Bah, toute ta donnée, elle part vers des serveurs que tu ne connais pas. Tu sais pas ce qui se passe dedans, concrètement. Et en plus, l'IA, c'est un domaine, le deep learning, c'est beaucoup de boîtes noires. Et en plus, derrière, tu sais pas comment ce qu'il fait avec ton prompt. Et la plupart du temps, comme on parlait, c'est l'IDE qui génère les prompts. On ne sait même pas ce qui est envoyé réellement. Ça va plus être une question pour moi de comment l'entreprise dans laquelle tu travailles, l'endroit dans lequel tu travailles, a confiance déjà en ces outils ou pas et en confiance en des tiers. Là, comme je disais, The Fork, ils ont la confiance de GitHub, donc ils utilisent GitHub Copilot, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis d'envoyer des choses là-dedans. Ils ont passé un Considère contrat que avec GitHub, c'est ça, pour bah, utiliser Copilot? ils sont juste en enterprise, quoi. Ils ont Ok. Mais du coup, en version contrat enterprise, GitHub et Microsoft te promet que les données Bah, ne c'est sont ça, pas utilisées. la réunion, il y en a pas, il y a eu des questions sur ça hein, tout de suite, Bien sûr, en ouais. mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites avec votre avec le code, et quand on va rentrer du code, est-ce que vous l'utilisez vous allez utiliser nos repos pour entraîner l'IA, etc. Et ils nous ont assuré que bien sûr c'était non, catégoriquement. Ils utilisent que du public, Tous les mais repos publics tous de les GitHub. repos publics de GitHub. Il y en a qui soupçonnent qu'ils ont quand même utilisé pas mal de repos privés, d'ailleurs, Ouais. si je raconte pas de conneries. Du coup, on peut jamais savoir. Donc, c'est surtout, est-ce que l'entreprise est OK avec ça ou pas, plus qu'autre chose. Et bien sûr, pas de passer. Alors, chez The Fork, ils considèrent que le code en lui-même, c'est pas un truc ultra confidentiel, il n'y a pas de truc ultra sensible dedans. Bien sûr que dans certaines codebases, il y aura des choses plus sensibles et il faut faire gaffe à ce qu'on passe. Notamment, je sais pas, des fichiers de doc ou quoi qu'on pourrait mettre dans le contexte de l'IA. Je crois me souvenir du cas de l'employé de chez Samsung qui va passer des documentations de composants électroniques et notamment je crois, des microprocesseurs
dans ChatGPT, et là il va se faire alpaguer parce que c'est ultra confidentiel comme doc, et il l'avait passé dans ChatGPT sans faire attention. Donc toujours faire attention, effectivement, même si l'entreprise est d'accord sur l'utilisation de l'IA vers ses serveurs privés, mais toujours faire gaffe à ce qu'on lui passe, un petit peu, avoir un peu d'attention là-dessus. C'est Et ça. bien sûr, si on atterrit chez un client, pour notre cas chez Eleven Labs, qui dit non à l'IA, et ben on fait avec. On force pas, ou on fait pas ça en scred, ou alors on utilise Oliama et on déploie en local, En et local, ouais, on du peut coup. avoir déjà une aide. Ok. Moi, c'est mon avis. Younes, toi, du coup, est-ce que tu as des erreurs qui te viennent en tête un peu communes qu'on peut faire avec l'IA, que ce soit en contexte qu'on lui passe ou même de la manière de prompter, qui parfois n'est pas Ouais, la bien sûr, meilleure? ouais. Je pense que la manière de prompter, ça peut t'aider déjà, du coup, à, on va dire, mieux orienter l'IA vers ton projet. Euh, du coup, ça évite typiquement, je pense que quand tu as beaucoup de devs dans une équipe et que chacun utilise l'IA de façon différente, ben déjà ça peut te faire voilà quoi, du code qui est pas toujours le même ou des choses qui sont plutôt incompréhensibles. Il y a beaucoup d'erreurs aussi où on fait confiance à l'IA du coup pour générer plein de trucs. Moi je le vois beaucoup aujourd'hui dans des PR qui sont un petit peu garbage parce que bah, l'IA en fait te donne des bouts de code un peu comme si tu récupérais ça sans même comprendre et ça matche pas en fait avec les requirements de la boîte. Je vois aussi des générations de doc et ça sur de l'IA aussi pareil parce que ça va générer de la doc bête et méchante, ça a moins le concept fonctionnel, que ce soit sur de la doc technique, fonctionnelle, même sur des descriptions de pull request. C'est bien écrit, c'est du markdown, mais en fait, ça explique juste ça réécrit le code en pseudocode et c'est pas forcément ce dont tu as envie. Tu as envie d'avoir aussi comment la personne a pensé ça. Et voilà, pour moi, cette utilisation un peu trop poussée qui est si l'IA fait tout, je me pose pas de questions, je mets ça dans mon code, de moins en fait l'adapter à tes besoins et aux besoins de ton entreprise, je trouve que ça perd aussi du coup de sa valeur ajoutée. Ok. Euh, du coup, on a dit aussi que l'IA s'entraîne beaucoup sur les repos publics, par exemple, pour le cas Ouais, de le GitHub GitHub. Copilot. Ouais. Younes, toi, tu nous disais que tu voyais parfois dans des PR des morceaux de code vraiment un peu dégueux. Mm. On est d'accord que forcément, elle se base sur ce sur quoi elle s'est entraînée. Ouais. Euh, les repos publics sur GitHub, il y a un peu tout et n'importe quoi. On imagine que c'est plus ou moins le même genre de code sur lesquels s'est entraîné toutes les autres IA qu'on a aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait justement pour gérer le fait qu'on risque d'avoir pas mal de dettes techniques en utilisant l'IA sans trop faire gaffe, en particulier quand on est junior peut-être et qu'on est amené à utiliser ce genre d'outils? De mon point de vue, la clé, c'est de se review en soi. J'ai pas de formule magique en mode Mm. Mm. une méthode à part à chaque fois que ça génère quelque chose, ou à chaque commit, disons, on relit attentivement ce qui a été généré, et après, ouais, c'est une réflexion à avoir en mode, est-ce que je suis bien dans le code guideline de mon équipe? Est-ce que j'ai bien tout respecté, malgré que ce soit l'IA qui l'ait généré? Et ouais, c'est plutôt ça, mon Ça point. veut dire c'est le fait aussi de faire beaucoup plus de self-review, d'auto-review quand on fait Je une pense, oui. PR. Beaucoup plus qu'avant où là, comme il y a potentiellement des parties de code qu'on n'a pas écrit tout seul, Ouais. être beaucoup plus attentif au moment de la review et même avant d'envoyer sa PR en Mhm. code review à C'est nos ça. collègues, commencer d'abord par sa propre review. Ouais, c'est ça. Et pour moi, review les bouts de code de l'IA, tu le review comme si c'était un junior. Ah. Ouais, ouais, ça c'est une bonne astuce ça du coup. Mm. Ok, ouais, d'accord avec ça toi Younes plutôt? Ouais, bien sûr. Ouais. Après, quand on est junior déjà Ouais. et qu'on génère du coup, peut-être qu'il y a moins cette notion-là de comprendre si le code respecte du coup les bonnes guidelines. Je trouve que en tant que junior, tu apprends plus à toi essayer de faire ces bouts de code Mm. et du coup te faire review par d'autres et du coup tu vas plus comprendre que du coup générer du code. Peut-être parfois ça va passer et ben, au final tu n'auras pas appris grand-chose. Ou peut-être ou peut-être du coup si tu mets plus de temps, ben, au début tu vas peut-être coder un peu moins vite, mais tu auras plus de valeur ajoutée du coup parce que tu
tu vas mieux comprendre ce que l'IA te génère. Je sais aussi qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le vibe coding. Je sais Ouais, pas si on a ouais. entendu parler. Bien sûr. Donc ça, c'est un truc de, voilà, ben, c'est un peu le truc poussé, quoi. Et moi, je pense que même dans quelques temps, ça va même plus évoluer vers ça, tendre vers ça. C'est vraiment juste d'accepter, du coup, les prompts les uns par les uns. Et c'est l'IA qui te génère tout ton code. Et du coup, ouais, donc tu as des applis qui sont un petit peu what the fuck. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît délirant. Mais il y a des entreprises derrière qui sont très sérieux. Je pense à Mm. l'entreprise derrière Claude, du coup, qui disent vraiment que on fera que de la review de code et on tapera plus rien, quoi. On est d'accord que du coup, web coding, c'est le fait de juste discuter avec l'IA en fait. Non, en fait, c'est vraiment l'IA qui te génère ton code. Donc, c'est sur Cursor, par exemple, tu as l'outil Composer. Et vraiment, tu pars d'un projet de zéro. Et en fait, juste, tu balances tes prompts et tu acceptes tout ce que l'IA te dit. Donc, vraiment, tu ne fais jamais de nom. Et en fait, l'IA te génère code après code. Ok. Et tu as des exemples, du coup, où tu as des sortes de jeux 2D, 3D qui font un peu n'importe quoi. Et en fait, tu as des gens qui font ça, c'est un peu en mode passe-temps favori. Et voilà, bah, c'est un peu une tendance jeune de gens qui n'y connaissent même rien au code et qui sont là juste en train de faire tourner leur machine. Après, attention, si vous avez des tokens, voilà, peut-être que les factures peuvent être un peu salées. Donc, C'est clair, c'est clair. On va parler du coup aussi du rapport au métier même de développeur. À quel point ça a changé depuis pas tant de temps que ça, en fait, depuis Ouais. quelques années, depuis même 2 3 ans. Et comment est-ce que vous voyez le métier de développeur d'ici 2 3 ans, voire même 5 10 ans? Euh, Younes, tu parlais de vibe coding. Pour toi, pour toi, dans 5 ans, tu es juste assis sur ton canapé, tu parles à l'oral avec Claude et tu lui dis voilà, non, il faut faire ça. non, Tu en fait. acceptes, tu dis maintenant il faut faire ça. Bah après ça c'est vraiment le truc poussé quoi, mais Ouais. moi je pense qu'il y aura toujours pour l'instant cette plus-value du coup de dire ben si le code est bien ou pas. Alors certainement que dans 3 ans du coup l'IA te générera un code ben, de mieux en mieux, bien plus adapté à tes besoins, peut-être quelque chose que toi-même tu ne pourrais pas créer en tant que senior dev. Mais je pense que la partie ben, du coup d'humain c'est aussi la compréhension de la fonctionnalité, c'est aussi tout le suivi derrière, c'est patcher quand il y a des problèmes, résoudre des bugs. Je pense que on aura toujours cette valeur ajoutée pour l'instant. Après, je peux pas m'exprimer sur les 5 prochaines années parce que ça avance très très vite et c'est très dur d'avoir des estimations exactes, de se dire ben, dans 5 ans, peut-être qu'en tant que dev back, il y aura tel ou tel truc. Donc voilà, mais je sais que le plus important, c'est vraiment la valeur ajoutée de dire si c'est bien ou pas, d'être présent aussi. Hein. Aujourd'hui, tu as des machines qui font plein de trucs, mais tu as quand même besoin de personnes qui sont là pour de la manutention, de la vérification, des choses comme ça. Donc je pense que Bien sûr, notre ouais. métier va plus s'orienter du coup, autour de ça, mais l'IA restera quand même centrale dans notre domaine, ça c'est sûr. Toi, Antoine, tes prédictions? Mes prédictions, j'ai un peu de mal à prédire ce qui va se passer dans les 5 ans. Comme l'a dit Younes, ça va super vite. Je pense qu'il y aura toujours besoin de développeurs. Je pense on va générer beaucoup de choses via IA et qu'on peut encore les améliorer sur ce qu'elles sortent, bien sûr. Et moi, ce que je vois, ce que je vois de positif, c'est que j'espère qu'on va pouvoir en fait, abandonner toutes les tâches un peu chiantes, entre guillemets, du dev et pouvoir se focus vers des trucs qui sont beaucoup plus intéressants. Tout ce qui est architecture logicielle, optimisation, utiliser moins de ressources pour nos applications, des choses qu'on passe un peu à la trappe puisque faut conceptualiser, écrire le code, le tester, etc., etc. Si là on a des IA, voire des agents IA qui tapent tout le process à notre place, ça pourrait être bien. Et ouais, j'ai un peu de mal à me projeter sur les 5 ans. Surtout que comme il y a une grosse hype sur le marché, et moi je me méfie toujours un peu de la hype parce qu'il y a eu plein de choses en tech où ça a été la hype, où on nous a dit ça va remplacer les devs aussi. Blockchain. Ouais, et je me rappelle aussi du no-code. Oui.
qui est quelque chose de bien, mais qui ne remplace pas du tout un développeur aujourd'hui et qui va servir plus à prototyper. Et va falloir ramener des développeurs et des ingés pour mener ça, pour scaler en fait. Donc, ouais, j'attends de voir, mais je me méfie un peu du discours dans 5 ans, il n'y a plus de dev, quoi. Ça, c'est Et le truc à l'extrême, quoi. on est bien d'accord. Mais avec tout ça, du coup, le fait que l'IA soit quand même une super béquille pour les développeurs, est-ce Ouais. que vous pensez qu'il y a un risque pour une baisse de niveau général des développeurs avec le temps, au fur et à mesure que des juniors arrivent sur le marché, que eux, du coup, se basent de plus en plus sur ces outils-là? Est-ce qu'il y a une baisse de niveau ou est-ce que vous pensez que ça dépend aussi de comment on les encadre? Moi, je pense que du coup, au contraire, ça va permettre peut-être de rehausser le niveau parce que, comme tu disais, tu as accès plus rapidement à l'information. Ça va te permettre de du coup mieux comprendre pourquoi tu fais des erreurs parfois, vu que ben, en tant que junior, du coup, l'IA peut même te corriger, t'apprendre certains trucs. Tu passes pas des heures à rechercher sur des docs et en fait, ta plus-value après, quand typiquement tu auras un dev du coup, qui va gérer plusieurs agents, en fait, tu vas recruter des gens qui auront le même niveau et qui pourront gérer ces agents-là. Donc pour moi, je pense que bien au contraire, les gens qui auront ces postes-là, du coup, seront plus qualifiés que de grosses équipes avec plusieurs devs juniors. Donc, ouais. Ok, ok. Même, Bah, j'ai un peu message. les mêmes, ouais, c'est un peu les mêmes conclusions que Younes. Après, il faut avoir bien sûr des développeurs qui continueront pardon, avoir de la curiosité en fait. Parce que bien sûr, on peut laisser l'IA faire, l'IA générer le code et jamais chercher d'explication à qu'est-ce que ça fait et quel est l'intérêt derrière. Donc ouais, curiosité, de la veille technologique bien solide aussi. Et, euh, et bien sûr, continuer, de toute façon, c'est toujours un peu la même chose, hein. Encadrons et formons correctement nos juniors. Les laissons pas tout seuls face à ça et face à des difficultés. Il faut aussi essayer de transmettre les connaissances. Bien sûr. On va finir sur un dernier point parce que ça a beaucoup fait parler récemment. C'est l'impact environnemental. J'ai vu passer tout et n'importe quoi, notamment sur Twitter, sur chaque prompt, ces temps de litres d'eau cachés, etc. Ouais. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est dit et quel est votre avis dessus, même si vous avez des faits à partager là-dessus? Pour ma part, bah, bien sûr, hein, on est sur bon, déjà, rien que de base, on est sur du deep learning, donc des gros modèles d'IA, des gros modèles de réseaux de neurones artificiels. Donc forcément, déjà rien que pour entraîner un modèle la taille d'un LLM, j'ai parlé de petits modèles tout à l'heure en parlant de 7 à 10 milliards de paramètres. Ouais. Ça paraît déjà énorme, mais il y en a qui atteignent beaucoup plus. Et même donc il y a la phase d'entraînement qui est énorme. Donc cette phase où on va venir justement, il faut ajuster tous ces poids. Donc ça veut dire à minima ajuster 7 à 10 milliards de poids pour qu'elle fasse à la fin ce qu'on veut. Mm. Donc ouais, coût machine, il faut énormément d'unités de calcul. On utilise des GPU, de la carte graphique à mort. Et également pour l'inférence. En fait, ça consomme beaucoup d'énergie pour l'inférence. J'ai vu un chiffre où c'est par rapport à ce qu'on parlait au tout début, je l'utilise comme un moteur de recherche. Bah, en l'utilisant comme un moteur de recherche, je consomme 10 à 20 fois ce que consomme Google pour me faire ma recherche. Donc ça a l'air assez conséquent. Je pense qu'il va y avoir un défi, ça va être d'atteindre la même qualité, oui, la même qualité avec des modèles beaucoup plus petits qui vont permettre non seulement de répondre plus rapidement, d'être plus efficace encore. Peut-être plus spécialisé aussi. Ouais, oui, oui, il y a de ça aussi. De toute façon, les boîtes d'IA bossent sur beaucoup de choses, hein. Il y a les agents là qui commencent à débarquer. Moi, j'ai GitHub Copilot Agent qui commence à être activé dans mon IDE et je peux faire appel à lui. Donc oui, il va falloir des IA plus spécialisées pour certains domaines, même par rapport à l'entreprise. Moi, j'ai vu aussi le protocole MCP Ouais. qui sort, le Ouais, j'ai serveur entendu parler. MCP qui sert à connecter des sources de données de manière normalisée
sur un LLM, ce qui va te permettre de connecter tes API, une base de données, des bases de connaissances, de la donnée structurée en plus. Donc il y a tout un travail là-dessus, mais ouais, pour l'instant, on n'y est pas au niveau écologie, au niveau consommation, c'est énorme. Ouais. Toi, ton impact environnemental, Inès. Ouais, bah moi, c'est aussi pareil, hein. Il y a ChatGPT, enfin l'entreprise derrière, du coup, qui va construire, je pense, des énormes fermes de Ouais. serveurs pour pouvoir, du coup, je pense que c'est la course à plus de paramètres dans certains cas. Je sais aussi qu'il y en a d'autres, je pense que c'était DeepSeek, du coup, Ouais. qui, au contraire, ont des visions, ils vont peut-être plus réduire, du coup, leur nombre de paramètres, mais du coup, enfin, faire de meilleurs algos derrière ou de choses comme ça. Et même dans notre besoin à nous aussi, prendre en compte ça à partir d'un moment aussi où effectivement on va plus peut-être bosser sur de plus petits agents qui vont être fine-tunés avec un peu les données de, enfin, de notre boîte et peut-être que ça sera mieux que du coup d'agréger des données sur de très très gros modèles qui à chaque fois du coup ouais, voilà, le coût est très élevé Ouais, là-dessus. bien sûr. Puis on n'a pas forcément besoin du coup de... Là, on a beaucoup parlé de nos assistants de code. Mm, On n'a pas besoin d'un truc aussi généraliste que GPT c'est ça. pour aller lui poser une question sur du SQL, par exemple. Bien sûr. Ouais, ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose, c'est de la pédagogie aussi, enfin, même de l'autopédagogie, de se Ouais. dire quel est le meilleur outil à utiliser dans telle ou telle circonstance. Et justement, pour finir, on va parler à vos petites recommandations. Est-ce qu'il y a des outils IA que vous utilisez qui sont pas forcément très connus, que vous aimez bien, ou pas forcément des outils, mais du coup des usages que vous avez qui sont pas forcément en lien avec le dev, que vous avez? Voilà, petite recommandation, petit point reco. Qui veut commencer? Bah, let's go. Euh, En recommandation, je sais pas si j'ai des trucs pas très connus. Franchement, le truc Oleama, j'ai vraiment kiffé de pouvoir tirer comme ça. Des fois, je m'amuse avec et je tire 3 4 modèles comme ça. Alors, les modèles sont gros, donc ayez de la connexion avec Oleama parce on évite à minimum 5 gigas un modèle. Donc, ouais, une bonne connexion est requise. Et ce qui est bien aussi, c'est que Oleama, il a une API en fait derrière. Donc on peut le connecter un peu à plein de trucs. Moi qui commence à m'intéresser aux agents et aux MCP, je vais pouvoir assez vite avec Olama en fait faire mes petits outils, mes petites choses. Je pense Mm. à la prochaine étape au niveau IA de ce que je veux faire. Et j'ai pas d'autres outils comme ça en tête Non, mais à recommander. c'est déjà très bien, Parti. merci. Younes, un outil ou un usage particulier? L'usage aussi, ouais, ben, c'est aussi par exemple sur des projets un peu sur des langages qu'on ne comprend pas. Je sais que le scan de la codebase côté Cursor, j'utilise pas Cursor tout le temps et je paye pas l'outil. Donc je pense que quand tu le payes pas, tu as le droit à, je pense que c'est 50 requêtes par mois. Donc pour le coup, c'est vraiment un usage, on va dire, très rare, quoi. Et voilà, ouais, par exemple, quand je suis sur des langages que je comprends pas ou des choses comme ça, du Scala sur d'anciens projets, ben, ça va un peu me sortir l'essence un peu de ce que je veux comprendre, donner le fichier, me donner quelques tips. C'est parfois c'est assez intéressant quand on est sur d'autres problématiques et qu'on sort un peu ben, de ses connaissances tech. Je te rejoins aussi sur la partie du coup du fine-tuning un peu côté local. Je pense qu'il y a un outil que j'avais utilisé, c'était Monster API, pour moins trop mettre la main du coup dans la partie matricielle, mais du coup tu peux un peu tweaker du coup des IA localement sur de la température, rajouter des sets de données en plus sans modifier du Mhm. coup tous les paramètres parce que ça c'est un peu compliqué Ouais. quand tu fine-tune, tu peux du coup perdre enfin, une partie de la donnée si tu le fais pas bien. Donc voilà, ça c'est des petits outils aussi pour pouvoir un petit peu comprendre comment ça marche derrière. Ok, top. Bah, merci beaucoup, les gars. Nous, c'est vrai que bah, du coup, chez Eleven Labs, on se forme beaucoup sur ces outils. On veut rester compétitif et surtout Mm. apporter toujours plus de valeur aux projets sur lesquels on intervient.
Donc merci d'être venu, d'avoir partagé votre expérience avec les IA au travail, au quotidien, depuis maintenant même pas, ça fait combien de temps qu'on utilise ça vraiment très régulièrement? 1 an, 2 ans peut-être? Ça allait tellement Bah, vite. Moi, c'est à peu près 1 an, je pense. Ouais, 1 an. Mais voilà, c'est fou à quel point ça va vite. Mais Ouais. voilà, merci d'être venu, d'avoir parlé de ça Bah, avec merci moi. à toi. Merci. cool. C'était top. Merci aussi à tout le monde de nous avoir suivis pendant toute la durée de ce podcast. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode qui arrivera très très bientôt, j'en suis persuadé. Salut tout le monde.